Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Amnesty International avait sonné l'alarme en 2023. L'ONG s'inquiète pour la sécurité des jeunes sur la plateforme TikTok et accuse l'aile française de passivité. À l'origine de cette inquiétude, les algorithmes qui incitent les jeunes Français à suivre des tendances jusqu'à les mettre en danger, voire les pousser au suicide. On en parle aujourd'hui avec la psychologue et auteure de Être parent en temps de crise, paru aux éditions Guîtres et Daniel. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour à vous. Marie-Estelle Dupont, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui pour aborder ce sujet sensible, épineux. Des parents considèrent, certains ont même dit que leur enfant avait été poussé au suicide par cette application chinoise. Est-ce qu'il y a, on le sait, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque accru avec certaines applications, j'allais dire, de conséquences dramatiques dans la vie familiale, ou c'est une mauvaise gestion de ces applications? Est-ce qu'il y a un moyen de s'en protéger? Alors, le premier moyen de se protéger de quelque chose, c'est d'en connaître le fonctionnement et je dirais les dangers, en tout cas la manière dont ça fonctionne. Au niveau cérébral, il y a une emprise de l'algorithme, c'est-à-dire que le propre de l'algorithme, c'est qu'il évacue l'altérité, il évacue la contradiction. Donc, quand un jeune commence à s'intéresser à un type de passion, à un type de trouble aussi psychologique, puisque il y a l'anorexie qui a été très mise en avant récemment dans l'actualité par rapport au drame de TikTok. L'ado va recevoir des contenus en lien avec son obsession ou sa passion. Alors j'ai envie de vous dire, quand c'est les chatons ou le golf, ça va. Quand c'est l'anorexie ou les techniques de pendaison, c'est un peu plus compliqué. Donc l'algorithme, en fait, il ne va jamais vous présenter du contenu contradictoire. Il va vous enfermer dans ce qu'on appelle une boucle cognitive. Et donc, s'il voit que vous avez regardé un ou deux contenus, mais c'est un peu pareil avec les autres réseaux, hein, un ou deux contenus en lien avec, par exemple, comment se faire vomir quand on est boulimique vomisseuse, il va vous présenter tout un tas de contenus en lien avec ce trouble psychologique. Donc, c'est évidemment le problème qui fait qu'un ado qui s'enferme dans la solitude va compulsivement consommer des contenus en lien avec sa difficulté et donc se trouver pris dans une communauté au sens quasi sectaire, c'est-à-dire avec plein de gens qui ont la même difficulté. Ça devient une identité d'être anorexique. Donc on va s'enfermer avec des pairs PIRS virtuels qui vous disent faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc. Il y a une espèce de compétition mortifère. Il y avait déjà des boucles quand je travaillais avec des ados qui avaient des troubles alimentaires sur les réseaux sociaux qui s'appelaient Anor à mort. Donc on voit bien la dangerosité. Maintenant, encore une fois, le réseau social, il est un immense amplificateur. Il peut faire basculer dans l'acte irréparable quelqu'un qui va déjà mal. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'on donne aux parents les moyens de repérer un ado qui va mal. Et un ado ira d'autant plus mal que sa socialisation se fait de manière virtuelle. Si il est à l'extérieur dans des activités réelles avec des vraies socialisations, il y a aussi des adultes et des gens de son âge qui vont pouvoir repérer son mal-être et alerter la famille si la famille ne s'en rend pas compte. Donc c'est aussi l'effet toxique indirect de passer trop de temps sur les réseaux, c'est qu'on en passe moins dans des vraies activités de socialisation. Marie-Estelle Dupont, comment se fait-il que ces applications, est-ce qu'elles sont conçues comme telles? En fait, vous nous êtes en train de nous expliquer que c'est altération du sens de discernement. Il n'y a plus de discernement. On ne fait plus la différence. Parce que ces logiciels sont prévus pour prendre possession du cerveau, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi un manque de maturité, une acculturation aujourd'hui de la jeunesse, un manque de préparation à l'usage de ces sites et de ces applications? Alors, on sait que les personnes, qu'elles soient jeunes ou adultes, qui passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, ont des signes d'anxiété, ont des signes de dépression. Donc on sait que de toute façon, moi j'avais un ami qui me disait l'autre jour, non mais en ce moment je vais pas du tout sur Instagram parce qu'à chaque fois ça me déprime, ça me plombe le moral. Donc vous voulez dire que c'est un terrain favorable, c'est déjà un terrain favorable. Quand on est très addict des réseaux sociaux, c'est qu'il y a une faiblesse en soi déjà au départ. En fait, j'ai presque envie de vous dire, le réseau social va vous faire, l'écran va vous faire l'effet inverse de la lumière naturelle. Le soleil va vous remonter le moral même si vous êtes déprimé. Le réseau social va avoir tendance à vous plomber le moral même si vous allez bien. Symbole très fort.
Donc ça, c'est une réalité et c'est une réalité cérébrale. En fait, c'est pas qu'il est évidemment que TikTok n'a pas été conçu pour pousser des jeunes au suicide, bien sûr que non. En revanche, la manière dont l'algorithme fonctionne et le fait que ça va donner des shots de dopamine avec un tout petit geste, le simple fait de scroller, donc un effort minime, va déclencher des vagues de dopamine, donc d'hormones de satisfaction dans le cerveau, et donc ça va faire un peu comme les souris qui se droguent jusqu'à la mort avec du sucre et qui vont chercher du sucre jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous allez avoir le cerveau qui va tourner sur du court terme et avec une incitation à la compulsion, c'est-à-dire que vous allez avoir des shots de dopamine tellement facilement et tellement rapidement que vous allez en vouloir toujours plus, donc ça va avoir quelque chose de très addictif. Marie-Estelle Dupont, est-ce que les concepteurs de l'application le savent, ce que vous dites là? Est-ce qu'ils le savent, ces effets, ces impacts? Est-ce qu'ils en jouent ou ils disent on savait pas, bon, c'est comme ça? Alors, je pense que ce que dit Michel Desmurger dans La fabrique du crétin digital, c'est que tous les fabricants et les vendeurs de jeux vidéo, de plateformes numériques, etc., savent qu'il y a des effets délétères. Maintenant, l'appât du gain est supérieur en général dans humaine que le désir du bien commun. Je crois que c'est aux parents, c'est à l'école aussi d'interdire les téléphones au sein de l'établissement, et puis c'est aux politiques de comprendre qu'il y a peut-être un deux poids deux mesures en matière de justice, c'est-à-dire qu'on peut prendre le compte de quelqu'un pour un propos qui est un peu politiquement incorrect, mais à côté de ça, on laisse des jeunes avoir entre les mains des choses qui sont très dangereuses, et nous, on le sait. Donc nous, les cliniciens, on le sait, nous, les parents, on le sait. Donc déjà, c'est important qu'en tant que parents, on comprenne bien que les enfants ne doivent pas avoir accès aux réseaux sociaux à la maison avant d'être en capacité de discerner. Et le discernement, ça se construit lentement. Moi, j'ai dit à mes enfants qu'avant 17 ans, c'était hors de question qu'ils aient accès aux réseaux sociaux. Donc, et j'assume, c'est-à-dire je peux être cool sur des sujets, mais là-dessus, je suis absolument intransigeante parce que c'est ma responsabilité de les protéger. Et je ne vais pas attendre que les vendeurs de téléphones soient vertueux pour le faire. Marie-Estelle Dupont, est-ce qu'il pourrait y avoir, alors c'est facile à dire, difficile à mettre en place, est-ce qu'il pourrait y avoir une réglementation, une codification des protocoles? Alors, soit il y a la décision familiale d'établir une règle morale, une éthique dans l'usage des applications. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la part des services publics, j'allais dire, une forme de contrôle, j'allais dire de régir un peu ces applications de façon à ce qu'elles perdent leur nocivité ou ce n'est pas concevable techniquement? C'est un travail minutieux du législateur à faire qui va demander du courage. Vous savez, moi, j'ai été entendue au Parlement européen sur la question de la pornographie en ligne pour les ados. Et j'expliquais qu'il y avait un impact traumatique sur le cerveau d'être témoin de ces images à un âge précoce et que c'était déjà une forme d'intrusion psychique et de viol parfois. En fait, je pense qu'il y a des bras de fer qui se jouent avec des lobbies très puissants qui vont vouloir défendre leur business et que là, c'est là qu'on voit bien que la politique demande du courage et qu'effectivement, oui, je crois que c'est un enjeu de santé publique et qu'il va falloir que les politiques et les législateurs aient du courage pour dire non, mais là, l'appât du gain, le marché, il va passer après le fait que quand la santé mentale des jeunes est déjà fragile, on les protège de ces contenus numériques qui sont... C'est ce que dit Jonathan Head dans La Génération Anxieuse. Il dit on a cru que la violence était dans la rue et que derrière un écran, les jeunes étaient à l'abri. On découvre avec stupeur que derrière un écran, l'enfant, il est non seulement pas à l'abri... dossier à suivre, Marie-Estelle Dupont. Bien, on a compris. En tout cas, c'est un cri d'alerte et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler à vous. Merci d'avoir été sur Sud Radio.